Au cœur de l'entre-deux tours, dimanche en politique spéciale, élection présidentielle avec les représentants de la presse régionale. Julie Carnis, journaliste indépendante, bonjour, notamment journaliste à l'AFP, à Libération, à Mediapart. Également avec nous François Bussac, bonjour, journaliste à la Nouvelle Abeille de Saint-Junien, habitué de ce plateau. Patrice Herrère, bonjour, journaliste au Populaire du Centre. Et avec nous également Philippe Mallet, bonjour, journaliste à la rédaction de France 3 Limousin. Ensemble, nous évoquons aujourd'hui le bilan de la campagne de premier tour pour les différents partis, le duel à venir du 7 mai prochain, les perspectives pour notre région, l'ex-Limousin, et les enjeux locaux des législatives à venir. Vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #DimPol. On commence avec les enseignements du premier tour et on commence avec les qualifiés. Le mouvement En Marche, avec son leader Emmanuel Macron en tête dans les 3 départements de l'ex-Limousin, 26% en Haute-Vienne, 26% en Corrèze, 22% en Creuse. Alors, qui commence? Julie, est-ce que les militants d'En Marche ont fait une bonne campagne? Est-ce que ce sont eux qui ont amené Emmanuel Macron en tête au premier tour dans nos 3 départements? Une bonne campagne, je ne sais pas, ils ont fait campagne, on les a vus. J'allais vous dire, moi, le premier tour, je l'ai vécu, en fait, étrangement beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et j'ai quitté ce premier tour avec le sentiment qu'il y avait eu 2 campagnes parallèles. Une campagne qui s'adressait un peu à ma génération, les trentenaires qui sont très présents sur Internet. Une campagne effectivement très dynamique et avec une espèce de présence et de flux continu des militants des uns et des autres sur Internet. Une campagne très clivée. Tout à l'heure, on disait ces nouveaux partis qui ont émergé sans structure partisane ou militante. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, sur Internet, j'ai vu une campagne extrêmement militante, voire offensive, à la fois du côté d'En Marche et du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui sont les deux candidats qui sont sortis en tête. On va en parler de la France Insoumise. Les militants d'En Marche, vous les avez vus sur le terrain, François, à Saint-Junien? Pas beaucoup, comme s'il manquait un petit peu d'une base militante installée, ce qui est assez normal pour un mouvement qui finalement a guère plus d'1 an d'ancienneté. On ne peut pas imaginer qu'en 1 an, on se crée une base militante comme le PC ou l'ex-UMP. Mais bon, il est clair que cette campagne, comme vous le disiez, était quelque chose qui s'est adressé à travers les réseaux sociaux beaucoup à des catégories jeunes, j'allais dire aux millennials ou à la génération Y un petit peu, mais c'est assez vrai, et que ça se traduit dans les résultats. On y reviendra peut-être, mais ça se traduit énormément dans les résultats et de façon souvent très intéressante. Mais globalement, En Marche, je n'ai pas le sentiment qu'on l'ait beaucoup vu sur le terrain au sens traditionnel. Philippe, vous partagez ce point de vue? Disons, il y a aussi l'observateur que je suis, observateur traditionnel, va sur le terrain et va dans les meetings. Donc cette nouvelle logique, qui n'est pas une logique partisane traditionnelle, on ne la voit pas sur le terrain. Parce qu'il faut aller, effectivement, comme vous le disiez, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les cafés littéraires, les cafés branchés, là où les militants, qui ne sont pas forcément des militants, mais des gens qui... Néo-militants, comme il y a des néophytes. Les fans. Des fans, peu à peu, qui cherchent, qui sont curieux, et donc des néophytes, et qu'on retrouve peu à peu, mais de manière très éparse, ici et là. C'est pas évident à trouver. Très éparse, effectivement. Moi, j'en ai croisé, des militants d'En Marche qui tractaient sur mon marché préféré. Des jeunes? Mais non, pas vraiment. Non. Mais effectivement, la campagne s'est faite énormément sur les réseaux sociaux et aussi, si je puis dire, à la télé nationale quand même, puisque clairement, les gens qui ont voté pour En Marche ont aussi voté pour Emmanuel Macron et en tout cas pour ce qu'il représentait. On verra ce que ça peut donner pour les législatives après. Est-ce que vous avez été surpris du score d'Emmanuel Macron? Non. Moi, je voulais insister, revenir par rapport à votre question qui me paraît très importante, c'est-à-dire nous, en tant qu'observateurs, en tant que reporters, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Et ces militants, comme vous le disiez, effectivement, ces adhérents, ces néophytes, même dans la manière de tracter, ils ont une manière de tracter très particulière. C'est-à-dire qu'ils n'abordent pas, ils attendent que le chaland vienne. Il y a une manière de faire les choses différemment. Alors, le score de Macron, moi, ne m'a pas surpris. Ce n'est pas celui-ci qui m'a surpris. C'est celui de Mélenchon, arrivé en 2e position sur le Moi, j'ai été surprise par aucun des 2 scores, en fait. Je trouve que Alors, j'ai beaucoup observé la Haute-Vienne, essentiellement. Je trouve que c'est Emmanuel Macron qui sort en tête, très fortement d'ailleurs dans les centres urbains. On voit qu'à Limoges, par exemple, il creuse un écart plus fort avec Jean-Luc Mélenchon que dans des zones rurales. Logique.
Oui, voilà. Donc, j'ai trouvé le score plutôt cohérent avec l'histoire du socialisme néolibéral local, avec Valls, qui était le candidat préféré ici de la Fédération socialiste. C'était pas, d'ailleurs, on ne les a pas beaucoup vus faire campagne pour Benoît Hamon. Le moins qu'on puisse dire, c'était le service minimum. Bah oui, Voilà. le service minimum. Donc, moi, je trouve que ce candidat Macron qui sort en tête est à l'image à la fois d'une droite locale qui est assez on va dire républicaine et pas, qui n'est pas conservatrice ultra, et d'un PS qui est plutôt tendance Valls. Donc tout ça est cohérent. Et pour ce qui est de Mélenchon, pour moi, il capte l'autre électorat de gauche du PS. Mais Macron, on pouvait le voir plus bas sur la Creuse. On pouvait le voir plus bas peu. sur la Creuse, et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai quand même été surpris par le score bas, très bas de Benoît Hamon, enfin en tout cas en Haute-Vienne. Il fait 16 000 voix en Haute-Vienne. Oh là là. François Hollande, en 2012, elle faisait 76 000 voix. La déperdition est énorme. Donc, j'ai vraiment été surpris par ça. À partir du moment où les caciques du Parti socialiste, effectivement, ne font pas campagne, ou font campagne aussi pour l'avoir vu dans des réunions publiques sur le terrain, ici à Limoges, contre le candidat Hamon, ça devient compliqué, effectivement, pour les turiféraires de Hamon de faire campagne et de créer une dynamique. C'était pas le cas du tout dans la Creuse. Et pourtant, dans la Creuse, Hamon, il fait un score assez bas. Hein. On a dit qu'on commençait par les qualifier. Un mot du Front National. Marine Le Pen partout en dessous de sa moyenne nationale, mais très forte en Creuse quand même, 19,8% dans le département. Elle est venue en meeting chez nous à Paja, en Haute-Vienne, dans la dernière ligne droite de la campagne du premier tour. C'est certainement la leçon la plus intéressante de ce scrutin, en tout cas en Haute-Vienne, c'est que pour la première fois, et ça vaut sans doute un petit peu aussi pour la France insoumise, ou du moins ce qu'il y a autour, a réussi à arracher à Marine Le Pen la deuxième place qui est traditionnellement dans les petites villes, dans les espaces ruraux un petit peu désertés, qui était traditionnellement la sienne. Là, je crois qu'il y a vraiment un enseignement, et les 22, autour de ça, je pense 22% de la France insoumise sur le département, c'est pour moi le signe qu'il y a quelque chose, enfin, qu'on va finir de trouver, c'est-à-dire le moyen d'arracher les classes populaires à l'emprise du Front National. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vrai chez nous et qui est vrai aussi en France. Oui, mais par rapport à la France insoumise, par rapport à Mélenchon, il y a aussi une tradition sur le long cours que vous connaissez bien. Bien sûr. C'est-à-dire l'histoire du communisme Ici. Et la manière dont la structuration par les militants du Parti communiste et du Parti de gauche et de la France insoumise après, tous ceux qui vont s'ajouter, se coller, adhérer à ce mouvement, à cette dynamique, vont permettre effectivement à Mélenchon d'arriver remarquablement à cette deuxième place, faisant quand même 2,5 points de plus qu'au niveau national. Julie Carnis. Néanmoins, j'allais dire, il y a quand même ici une histoire qu'on connaît tous, et une pédagogie aussi de l'antifascisme, d'un certain état d'esprit, qui fait que... Alors j'entends votre argument, pourquoi pas, mais je ne pense pas que la France insoumise ait tellement pris au FN, elle a pris en partie. Et moi, ce qui m'a plus interpellée, en fait, mais ça doit être le verre à moitié plein de mon côté, c'est que je trouve quand même qu'il y a un électorat... On a ce Mélenchon qui bat tous ses records, et effectivement qui gagne une dynamique qui va peut-être transformer ici la France insoumise au moment des législatives. On a Macron qui arrive à rassembler la droite modérée. Une droite modérée, supportable. Voilà. Et le PS d'ici. Et donc ces gens-là sortent, les partis traditionnels s'effondrent, mais Marine Mélenchon fixe son électorat d'échéance en échéance. Il n'y a aucun lieu Marine où Le Pen, elle... vous voulez dire Marine Le Pen. J'ai dit quoi? Oh, pardon. C'est une association un petit peu hasardeuse. Pardon, Marine Le Pen, non, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais Marine Le Pen, je trouve, fixe son électorat dans certaines zones. Avec des scores où elle arrive en tête, qui se rapprochent de l'agglomération Limoges-Haute. Quand on regarde la carte que le Populaire a publiée, avant c'était beaucoup le nord de la Haute-Vienne, où elle arrivait en tête. Aujourd'hui, à Ambazac, elle arrive en tête, et Ambazac, c'est pas si loin de principalement Limoges. sur les communes, pour être précis par rapport à ce que vous disiez, nord et nord-ouest de la Haute-Vienne, principalement, à l'est et à l'ouest de la Corrèze, et à l'est de la Creuse. Deuxième à Bellac, j'ai vu. Oui, mais c'est là où il y a une fixation du vote Front National, un enracinement encore plus fort du Front National. Je suis d'accord avec vous par rapport au vote Mélenchon. C'est pas ce qu'on appelle les gaucho-lépénistes du tout. C'est effectivement un vote complètement différent par rapport au vote Le Pen. Un dernier mot. Juste pour préciser, donc Marine Le Pen fait 36 000 voix en 2012, 38 000 en 2017.
Donc là, elle marque clairement un ancrage, en tout cas en Haute-Vienne. Oui. Deuxième statistique, et j'espère que je vais embêter personne avec ces chiffres, elle arrive en tête dans 43 communes, je crois, de mémoire. Sur la Haute-Vienne. Sur la Haute-Vienne. Au régional, c'était plus de 80 communes où la liste Front National arrivait en tête. Donc voilà, c'est On peut penser à un effet Mélenchon. Voilà, tout à fait. Un mot quand même sur les Républicains. François Fillon obtient en Limousin des scores inférieurs à sa moyenne nationale, sauf à Brive. En Corrèze, il se place devant la candidate du Front National, la Corrèze qui avait placé Alain Juppé devant lui à la primaire des Républicains. Est-ce que vous diriez que c'était la catastrophe annoncée, elle a eu lieu ici aussi, chez nous ? Oui, très certainement. Enfin, je veux dire, la Corrèze qui était très juppéiste ne s'est pas retrouvée sur François Fillon. Voilà, c'est. Mais ne s'est pas reporté sur Marine Le Pen. Mais ne s'est pas reporté sur Marine Le Pen. Donc. Non, mais je pense que ce qu'on a coutume d'appeler maintenant les affaires Fillon sont quelque chose qui est probablement encore moins toléré dans des régions comme les nôtres, qui sont des régions d'argent modeste, d'argent plus ou moins caché, de discrétion, que dans le centre, dans l'ouest de Paris, par exemple, où globalement on se rend compte que ça n'a pas influé sur le vote Fillon. Mais là, chez nous, ce genre de choses, c'est destructeur. Dans des provinces traditionnelles comme les nôtres, où il y a une tradition de bourgeoisie un petit peu discrète, c'est mortel, ça a tué. Vous comprenez, dès le soir du premier tour, le maire de Limoges, Émile Roger-Lamberty, a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Oui. En revanche, Guillaume Guérin, lui, dit qu'il ne donnerait pas de consigne de vote, que les électeurs ne sont pas des enfants. Parce que lui, il pense aux législatives. Il se présente aux législatives, et s'il commence à dire voter il va se griller la moitié de son électorat. On va passer au duel qui s'annonce pour le 7 mai. On est au cœur de ce second tour. Je précise que cette émission est enregistrée vendredi. Au moment où nous parlons, Emmanuel Macron s'apprête à visiter le village martyr d'Oradour-sur-Glane. Visite symbolique. Alors, on ne va pas s'étendre puisqu'elle n'a pas encore eu lieu à l'heure où nous parlons. À votre avis, le 7 mai prochain, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous demander un peu de lire dans la boule de cristal. Ce sera une confirmation, une amplification de la dynamique Macron. Est-ce que ce sera une amplification aussi du vote Front National, une hausse de l'abstention ? On n'a pas encore vu chez nous de mouvements ni banquiers, ni racistes. Le Nini, on n'a pas l'impression qu'il existe trop en Limousin. Qu'est-ce que vous sentez ce qui me frappe, moi, c'est que si on compare à 2002, dans le même ordre d'idée, dès le lendemain, il y avait des manifestations dans Limoges. Ouais. Il y avait 20 000 personnes dans les rues de Limoges pour le 1er mai, en 2002, je veux dire. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas... Oui, mais c'est vrai que le Front républicain fonctionne moins bien qu'en 2002, ok. Mais il ne faut pas oublier qu'aux élections régionales de 2015, le Front National avait été défait. Il y avait eu un véritable coup d'arrêt au niveau national, pas ici, mais au niveau national, parce qu'il y avait un front républicain, socialiste, communiste, par rapport pour faire barrage au Front National et éviter que, notamment Madame Le Pen, puisse prendre le pouvoir sur telle ou telle région, quoi. Donc le Front républicain est très lézardé aujourd'hui pour ces élections présidentielles. Alors que le danger est plus important. Mais il a fonctionné quand même à un moment donné sur les élections régionales. Là, l'ensemble de la classe politique, à l'exception de Guillaume Guérin, appelle à voter pour Emmanuel Macron. Oui, mais parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, le deuxième tour ou le troisième tour, si on veut, ce sont les élections législatives. Donc Mélenchon fait un positionnement pour les siens, et Guillaume Guérin ici et d'autres ailleurs pour les Républicains font aussi des positionnements. Maintenant, voilà. C'est très risqué quand même, ces attitudes qu'on voit de la région, de nos régions au niveau national, ces hésitations, ces attitudes attentistes ou derrière lesquelles on peut deviner des stratégies de troisième tour pour législatives, c'est un risque majeur. Les électeurs de la France... Je fais partie de ceux qui pensent que la probabilité d'arriver au pouvoir de Marine Le Pen est nulle, mais pour d'autres raisons. Mais malgré ça, quand même, je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez... À l'heure où on se parle, Jean-Luc Mélenchon n'a pas donné de consigne de vote, oui. Non. Je ne suis pas sûr que... On n'en donnera pas. On a passé un petit peu rapidement sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Oradour, qui a lieu au moment où nous parlons. Je ne suis pas sûr que ce genre de choses, tellement la ficelle est grosse, soit quelque chose qui contribue au combat contre l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Mais parfois, il faut des ficelles un peu grosses. C'est un câble à ce stade. Moi, je ne suis pas... Récupérer les martyrs est quelque chose d'un petit peu difficile, au service d'un combat quel qu'il soit. Vous pensez que ça peut convaincre les électeurs de la France insoumise ?
D'aller voter pour Emmanuel Macron? Moi, je pense que c'est ce que j'allais dire. Le deuxième tour, en ce qui me concerne, donc je vais le suivre bien évidemment parce que je souhaite savoir qui va devenir le président de la France, mais je vais surtout regarder me concernant l'abstention parce que je pense que ça va être l'indicateur vraiment intéressant à savoir sur d'abord que fait cet électorat Mélenchon. Ici, ça peut être, je vous dis, il y a quand même cette pédagogie de l'antifascisme qui fait qu'il peut y avoir un bon report, un bon front républicain discipliné sur Emmanuel Macron. Moi, j'y crois moins du côté de la jeunesse, tout simplement parce que j'ai pu constater au fil des mois de cette campagne, dans des reportages, qu'il y a une génération de 20, 30, 33, 34 ans à peu près, qui est lasse de tout ça. On parlait des consignes de vote. Je pense que ce qu'a montré ce scrutin, c'est que les gens ne veulent plus des appareils, ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Donc je comprends les candidats, que ce soit les personnalités locales, que ce soit M. Guérin ou nationales, qui ne donnent pas de directives et de consignes de vote. Les gens savent ce qu'ils ont à faire en leur âme et conscience. Et pour revenir à la question de l'abstention, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de jeunes gens. Mais des jeunes gens venant de quel milieu socio-professionnel? Alors je vais vous donner un exemple très concret. Cette phrase m'avait beaucoup marqué. Je fais un papier il n'y a pas longtemps sur les déçus du hollandisme et j'interviewe une jeune tudiste qui finit ses études à Limoges et qui a voté François Hollande à l'époque. Voilà, et je termine par cette question qu'on pose tous. Si demain il y a un deuxième tour avec Marine Le Pen, ce qui est advenu, est-ce que vous ferez votre devoir républicain? Et cette jeune fille, donc famille de profs, éducation de gauche, corrézienne, en train de faire des études pour devenir éducatrice spécialisée, donc on situe bien quand même l'environnement culturel qui est le sien, me dit « Eh bien, moi, c'en est fini, je ne ferai plus mon devoir républicain. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Très étonnée. Parce que j'estime que les citoyens pourront faire leur devoir et reprendront leur devoir républicain quand les gens qu'ils élisent avec des voix qui ne leur étaient pas dévolues, feront eux-mêmes leur devoir républicain en gouvernant, en tenant compte de ce qu'ils n'ont pas été élus avec des voix légitimes. Ouais. Et donc, cette jeune fille ne votera pas et je pense qu'il y aura plein de gens de cette génération qui ne voteront pas. C'est très intéressant parce que ça montre qu'on est passé d'identités, moi ce que j'appelle les identités politiques bien structurées, héritées, de papa-maman, du grand-père à la maman, au papa, etc., au fiston, etc., à des identités politiques bricolées. C'est-à-dire il y a un électorat stratège, un électorat qui, effectivement, c'est très élaboré, très intéressant, le propos que vous tenez. L'heure tourne, il faut qu'on passe aux enjeux pour les législatives. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, pour En Marche, les candidats En Marche, ça pourrait être en tout cas des inconnus. Et puis d'autres qui sont connus, mais qui n'incarnent pas forcément le renouvellement. On parle de Patricia Bordas en Corrèze, de Monique Boulestin en Haute-Vienne. Ça ne peut pas entraîner une démobilisation de l'électorat de En Marche qui finalement voulait Emmanuel Macron, qui aura peut-être Emmanuel Macron, et qui finalement pourrait se démobiliser aux législatives. C'est le risque du système choisi par En Marche, qui est une formation politique c'est un peu un ovni quand même, avec des candidats qui envoient des dossiers, qui sont sélectionnés par un comité. Donc effectivement, comité de salut public. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas Robespierre. Mais, comité de mais donc ils vont être sélectionnés comme ça. Donc le risque, c'est effectivement qu'on se retrouve avec des gens qui ont déjà une carrière politique derrière eux, qui ont déjà exercé ce type de mandat et qui vont se retrouver face à des électeurs qui vont leur dire « mais non, on vous connaît déjà, nous, c'est pas ça qu'on veut ». Et d'autres qu'on ne connaît pas du tout, dont les électeurs pourraient dire… La promesse d'Emmanuel Macron, c'est quand même 50% de femmes à des postes éligibles et 50% de candidats qui n'ont pas de passé politique. Oui. Il y a 3 circonscriptions en Haute-Vienne. Bon, on ne peut pas diviser ces 3 en 2, mais globalement, moi j'ai le sentiment quand même que la campagne, c'est peut-être paradoxal, mais la campagne d'Emmanuel Macron va ressembler à une campagne Le Pen pour les législatives. C'est-à-dire qu'en fait, sur les affiches, on verra Emmanuel Macron et pas les photos des candidats. De la même façon que sur les affiches du Front National, on voit Marine Le Pen et en tout petit le nom du candidat. Ça va être pareil, ça va être un 3e tour d'une campagne nationale. Et peut-être que là-dessus, des parfaits inconnus, pour peu qu'ils soient d'assez bonne qualité, peuvent se faire élire. Est-ce que vous pensez que les candidats du Parti Socialiste, qui eux ont une notoriété, ont une carte à jouer du coup dans ce contexte? Je pense que certains y songent. Vous pensez à qui? Après, ça je le garderai pour moi, mais on est plus... Ils sont vaillants. Moi, j'ai rencontré Annick Morizio récemment. Elle va au combat avec toute la fougue qu'on lui connaît, l'envie et la Cédric qu'elle lui connaît. Mais
C'est difficile. Peut-être qu'un certain nombre de ces candidats du PS vont peut-être un peu changer leur étiquette politique pour aller vers Macron. Mais seront-ils accueillis? C'est la question, parce que ça va être un peu le baptême du feu pour cet Emmanuel Macron. Et est-ce que le PS laissera... S'ils ont une légitimité politique... On pense à, par exemple, certains sortants en Haute-Vienne, est-ce qu'ils vont réussir à quitter l'étiquette PS, en sachant qu'il y a un enjeu financier aussi pour le Parti socialiste aux législatives? S'il y a un éclatement, un nouveau congrès d'Épinay, version 2017, qui se profile un petit peu à l'horizon quand on fait un score aussi, c'est le score 69, quoi. Donc, à ce niveau-là, le PS va imploser, exploser tout ce qu'on veut. Est-ce qu'ils pourront sauver leur peau sous l'étiquette socialiste? C'est ça la question. S'ils la sauvent, en tout cas, ils seront obligés d'abandonner le PS, puisque Emmanuel Macron a bien spécifié que la campagne se ferait aux législatives sous l'étiquette En Marche, à l'exclusion de toute étiquette partisane. Moi, je serais à leur place, je frapperais à la porte de Macron, quand même. Je veux dire, le conseil politique de Philippe Ballet. D'autant qu'au premier tour, les projections du premier tour nous donnent en Limousin 4 quadrangulaires sur les 6. Donc on aura 2 triangulaires a priori en fonction du taux de participation, bien sûr. Est-ce que ceux finalement qui ne devraient pas tirer les marrons du feu, ce sont les candidats des Républicains? Parce que là, on peut penser que les électeurs de droite, vu ce qui s'est passé avec le premier tour de l'élection et l'élimination historique de leurs candidats, là vont se mobiliser, se surmobiliser, se remobiliser pour... C'est le pari de Guillaume Guérin. Voilà, oui, puis il y a l'effet scrutin comme aussi local, où là, pour le coup, il y a des visages connus. Je pense aussi également aux fameux France Insoumise. Est-ce qu'ils vont sortir leur épingle du jeu, sachant qu'ils bénéficient de cette dynamique Mélenchon au niveau national, et ils ont des visages identifiés. On pense à la Creuse. Est-ce que Laurence Page, face à Michel Vernier, n'a pas une bonne chance de l'emporter? Michel Vernier, alors, excusez-moi, là je fais une petite parenthèse, mais Michel Vernier notamment, qu'on a peu vu sur le cas de GMS en Creuse, et dont on dit beaucoup, il se représente encore. Là, il y a l'usure. Effectivement, il y a une personnalité locale qui peut être en danger par rapport au vieillissement du personnage. Et puis par rapport à Laurence Page, qui est très habile sur les réseaux sociaux, enfin voilà, et puis qui peut bénéficier de cette dynamique. Il a été un turiféraire de Hamon, qui s'est planté sur la Creuse également. Donc voilà. Après, attention, les logiques institutionnelles, quand même, elles existent aussi. Derrière une présidentielle, une cohabitation, ça paraît quand même une hypothèse, à mon avis. Très, très compliqué. Quelqu'un comme Vincent Lallier se déclare macro-compatible. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, Dimanche en politique ce matin est consacré au second tour de la présidentielle avec les confrères de la presse régionale, Julie Carnis, Patrice Herrer, François Bussac et Philippe Mallet. On parle donc du second tour de la présidentielle et on va évoquer, il nous reste 5 minutes d'émission, on va évoquer bien sûr la personne de l'ancien chef de l'État, François Hollande. D'abord un coup d'œil sur les scores, qui est toujours chef de l'État. D'abord un coup d'œil sur les scores du premier tour à Tulle. Ça m'a paru intéressant de regarder ça. On va voir le score et notamment on va regarder vers la droite de l'écran le score de Benoît Hamon qui totalise seulement 9,07% des voix à Tulle, dans la ville du chef de l'État, celle dont il a été maire. Ça vous évoque quoi le score de Benoît Hamon à Tulle? C'est plus qu'ailleurs. Saint-Sébastien percé par les flèches. C'est un peu mieux. Saint-Sébastien qui fait un pas, qui prend une flèche de plus. C'est le Front National qui arrive devant le Parti Socialiste à Tulle quand même. Ça, enfin, je sais pas. Ça donne une mesure du bouleversement, je pense, dans une terre si profondément hollandaise. Effectivement, la mesure du bouleversement qui a eu lieu cette année. Donc, Emmanuel Macron, j'ai plus le chiffre, mais c'est 35% à Tulle, c'est ça, 33%, une trentaine de pourcents. Ça donne la mesure de ce qu'a donné ce vote. Enfin, Bernard Combe, il était du côté de Macron et pas du côté de Hamon. Donc voilà, donc il crée cette dynamique. Enfin, il n'y a même pas la reconnaissance. Il n'y a même pas la reconnaissance du ventre. Je veux dire, il est tradition dans notre pays qu'un chef de l'État, surtout issu de Corrèze, passe son mandat ou ses mandats à inonder son territoire de bienfaits et légitimement au moment des présidentielles, au moment des législatives, les voix remontent. Là, alors est-ce que c'est que François Hollande n'a pas chiracisé la Corrèze aussi bien que l'avait fait son prédécesseur? Ou est-ce que le message n'est pas passé? Mais est-ce que... il n'a pas soutenu le PS. Il était du côté de Macron. Enfin. Le candidat du président est arrivé en tête à Tulle. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, le candidat du président. On peut voir les choses comme ça. Oui, un peu. Mais encore une fois... Comme on disait autrefois, il tient bien ses troupes. Pauvre Hamon. Correctement. Oui. On va bientôt commencer à tirer le bilan
du quinquennat de François Hollande. Je vais vous montrer un tweet. Alors l'auteur de ce tweet, il s'appelle Maxime Combe. C'est un économiste proche d'Attaque. Et quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé qu'il était assez parlant, assez frappant. On va le voir, ce tweet. Bilan du quinquennat Hollande, 7,7 millions de voix pour Le Pen. Le PS qui a disparu des radars. Son successeur plus à droite que lui. CQFD, point d'interrogation. Est-ce que vous trouvez que c'est une critique dure, que c'est brutal à l'égard du président de la République, ou est-ce que c'est finalement un reflet de la réalité? Il aurait pu ajouter 3,5 millions de chômeurs dans sa liste de chiffres. Est-ce que le libéralisme est de droite? Point d'interrogation. Je veux dire, dans des sociétés social-démocrates aux États-Unis, la question du libéralisme, elle est là. Donc, est-ce que Macron est plus à droite que Hollande? Ouais. Beaucoup disent qu'avec le temps, on se rendra compte que finalement, le quinquennat Hollande, il n'était pas si raté que ça. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui se dit en ce moment? Il faut en parler aux 500 000 chômeurs supplémentaires qu'il y a eu, ou j'ai plus le chiffre exact, 500 000 chômeurs supplémentaires qu'il y a eu pendant ce quinquennat. Est-ce que eux, ils ont un avis différent, je pense. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce tweet, oui. Alors moi, je vais boucler la boucle des générations et des technologies. Je parlais hier à Camille Senon pour parler d'Oradour, où se trouve actuellement Emmanuel Macron. Camille Senon, donc, qui est une figure bien connue du militantisme syndical, féministe, qu'on a vu dans la rue contre la loi travail à maintes reprises. Et c'est pour ça que je parle d'elle. Elle ne tweete pas, Camille, elle a 91 ans, mais elle m'a dit au téléphone en synthèse ce que ce tweet résume, c'est que effectivement, ça a été un mandat pour elle qui a aggravé la situation. Elle ne sera pas présente aujourd'hui à Oradour pour le déplacement d'Emmanuel Macron, qu'elle rapproche de Manuel Valls, contre lequel elle a combattu en manifestant contre le 49-3, en refusant les honneurs qu'il lui avait promis. Je ne sais plus ce que c'était, quelle médaille il voulait lui donner, Emmanuel Valls, l'élever à l'ordre d'un commandeur de la Légion d'honneur, je crois. Je précise que cette émission est enregistrée donc ce vendredi et qu'à ce moment, la visite d'Emmanuel Macron n'a pas encore eu lieu. Je le précise pour nos téléspectateurs. Et donc, oui, du coup, je n'arrive plus à terminer ma phrase. Camille Senon, tout ça pour dire qu'elle a un regard assez critique sur. Elle a un regard, oui, très critique sur ce deuxième tour. Quinquennat de François Hollande. Finalement, moi, je reviens sur le plan institutionnel. Finalement, le fait d'avoir eu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, François Hollande ne lui a pas permis non plus de mettre en place ces politiques publiques. Donc finalement, peut-être qu'une majorité relative, c'est peut-être pas plus mal. Beaucoup plus léger, mais il se dit, et même c'est sûr, que François Hollande cherche une maison en Corrèze. Est-ce que vous savez s'il l'avait trouvée? Oui, qu'il était parti chercher à Belle-Île. D'accord. Aujourd'hui. Mais vous n'avez pas d'informations, on ne sait pas encore s'il a trouvé, Philippe? Non, j'en ai parlé à François Hollande, mais j'ai l'impression que c'est un coup de bluff. Je ne sais pas pourquoi. Je vois peut-être les législatives. C'est un 1er avril. C'est un 1er avril, vous êtes sûr de ça? Bon, écoutez, l'avenir nous le dira. En tout cas, je vous remercie. On termine cette émission sur un sourire. Merci aux internautes qui nous ont suivis en direct sur Facebook. Émission à revoir donc sur notre site internet. Dimanche prochain, pas d'émission, mais de la politique toujours avec le second tour de cette élection présidentielle. Dimanche en politique revient dans 15 jours avec Anaïg Demars. Dans un instant, votre édition régionale. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche sur France 3.